Salam alaikum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, très bien. Alors, bienvenue à vous tous pour le 11e épisode professionnel dans le cadre du projet pilote d'échange d'expériences internationales lancé par l'association HAS des médecins Ain Choc Casablanca Maroc et l'association internationale des étudiants en médecine. Je me présente, je m'appelle Noura Vadili, membre dans l'association internationale des étudiants en médecine. Aujourd'hui, ce soir, on a le plaisir d'accueillir l'éminent marocain, professeur Tarek Sraïli Hosseini, chef de service de néphrologie du CHI Hassan II de Fès, vice-doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et le président de la Société marocaine de néphrologie, que nous remercions infiniment pour avoir accepté d'animer un thème d'actualité pour une belle soirée scientifique. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment une occasion importante, aussi bien pour les étudiants en médecine que pour les médecins, d'avoir une présentation de votre part. Merci beaucoup. Et permettez-moi aussi de rendre un grand hommage aux initiateurs du projet pilote. Monsieur Daboun, le gérant de la formation médicale continue africaine, et Dr Mohamed Abdallah Bakar, le président de l'Association internationale des étudiants en médecine. Le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Des cas cliniques, c'est l'insuffisance rénale. Et à titre d'information, cette séance va être enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'association dans quelques jours. Alors, je vous souhaite à tous un très bon moment et puis à tout à l'heure. Je serve la parole au professeur Tara. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je suis en train d'essayer de partager mon écran pour qu'on puisse discuter ensemble. J'espère que le partage se passe bien maintenant. Et donc, à mon tour de vous remercier l'association HAS des médecins Ain Choc Casablanca et l'association internationale des étudiants en médecine pour votre invitation. On m'a demandé de parler de situation clinique en néphrologie. Et donc, j'ai choisi une situation qui m'a paru la plus typique ou qui me permet le plus de discussion. On m'a pas précisé de temps de parole. On a eu la gentillesse de me dire de prendre le temps qui me convenait. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse discuter. Et je vais commencer tout de suite par la vignette clinique de départ. Donc, on va se mettre devant le cas d'un patient de 55 ans, fonctionnaire, marié, père de 3 enfants. Il n'a pas d'antécédents pathologiques connus et il se prépare pour le pèlerinage à la Mecque. Son médecin lui prescrit un bilan pour préparer son dossier médical et le reçoit avec les résultats. Si j'ai choisi ce type de vignette, c'est juste pour dire que on peut être confronté à une situation clinique de néphrologie, d'insuffisance rénale, etc., chez quelqu'un qui n'a pas d'antécédents et qui ne se plaint de rien. C'est pour cela que j'ai choisi cette situation. Et donc, regardons ses antécédents. Rien à signaler sur le plan personnel, ni antécédents médicaux, ni chirurgicaux, ni toxiques, rien de particulier. Et sur le plan familial, il y a quand même un père décédé il y a 35 ans, après quelques séances de dialyse. C'est très souvent comme ça que les patients nous parlent d'un antécédent familial d'insuffisance rénale chronique terminale et qui constitue un facteur de risque important de maladie rénale chez toute personne. L'antécédent familial de maladie rénale est un facteur à rechercher dans toutes les situations où on pense à une maladie rénale. Toutes les personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui a déjà eu une maladie rénale doivent donc faire attention et avoir un bilan régulier pour justement dépister précocement une éventuelle atteinte rénale. C'est le cas de ce patient-là qui n'a pas eu de dépistage, mais qui a eu ce bilan systématique qu'on va voir par la suite. Quand il arrive chez le médecin qui va lui donner son certificat médical pour le pèlerinage à la Mecque,
il trouve que c'est un patient conscient, orienté, fréquence cardiaque à 72, respiratoire à 16. Il a une pression artérielle à 142,86 et il estime qu'il est en euvolémie, ni en surcharge, ni en déshydratation. On a quand même ce 142,86 auquel on reviendra par la suite, une pression artérielle légèrement supérieure au seuil accepté comme seuil de normalité. Et voici ce fameux bilan dont je parlais depuis le début. Donc, il a un taux d'urée sanguine à 1,1 g par litre, une créatinémie à 39 mg par litre, une glycémie à jeun normale, des transaminases normales, des sérologies des hépatites négatives, HIV négatif, TPH-AVDRL négatif, et une numération formule sanguine que vous voyez avec un taux d'hémoglobine à 9,6 g par décilitre, un taux de leucocytes normal et un taux de plaquettes normal. Donc, voici la situation. J'aurais aimé qu'on puisse être interactif, mais je vais un petit peu essayer de commenter ce qu'on a ici. Et vous voyez, quand on voit les valeurs, il y a une valeur de normalité donnée par le laboratoire, comme c'est très souvent le cas, et les patients viennent souvent en consultation en ayant déjà comparé la valeur par rapport à la normalité supposée donnée par le laboratoire. Et vous voyez qu'il y a un taux d'urée et de créatinine qui sont élevés, et donc ils viennent déjà en ayant cette crainte où il veut discuter déjà ces valeurs qui sont supérieures à la normale. Il pense déjà il a déjà cherché sur Internet et il sait que ça correspond à une insuffisance rénale. Donc, il vient déjà avec cette crainte qu'il veut discuter. Mais j'en profite pour dire que dans beaucoup d'autres situations, des patients peuvent être dans la normalité du laboratoire, qui est une normalité, donc on va dire arbitraire, puisque ce sont des valeurs de normalité qui sont fixées de façon arbitraire, et nous allons y revenir par la suite. Cela ne suffit jamais, il faut toujours estimer le débit de filtration glomérulaire ou la clairance de la créatinine par des formules qui nous permettent de voir si on est vraiment dans la normalité ou pas. Mais disons qu'ici, les choses sont évidentes, il y a une insuffisance rénale, et cette insuffisance rénale est associée ici à une anémie à 9,6 grammes par décilitre, une anémie normochrome normocytaire. Donc, comment on va avancer? On est devant cette situation, patient asymptomatique, pas d'antécédent personnel, un antécédent familial d'insuffisance rénale et actuellement une insuffisance rénale objectivée par le bilan biologique. Comment peut-on avancer? Première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une insuffisance rénale peut être une urgence vitale. Et donc, première étape, j'ai mis un 1 dans un encadré en rouge. La première chose, premier réflexe, éliminons l'urgence vitale qui peut accompagner une insuffisance rénale. Une fois qu'on a éliminé l'urgence vitale, on peut raisonner tranquillement. Et donc, cette urgence vitale peut être clinique ou biologique. Et donc, sur le plan clinique, on n'a pas l'impression qu'il y a une urgence vitale. Les urgences vitales qu'on rencontre dans l'insuffisance rénale sont un œdème aigu du poumon, puisque les reins assurent l'homéostasie hydroélectrique, électrolytique. Donc, si on est en insuffisance rénale, on peut avoir une oligurie, on peut avoir carrément une anurie et on peut avoir une surcharge pulmonaire qui peut, à l'extrême, nous donner un œdème aigu des poumons qui peut menacer le pronostic vital. On peut avoir, quand il y a une urémie très élevée, des signes neurologiques ou autres qui peuvent être aussi des facteurs de gravité, des facteurs d'urgence vitale. Mais sur le plan biologique, une fois qu'on a éliminé cela, et là on l'a éliminé facilement puisque le patient est asymptomatique, ici, on va s'intéresser à est-ce qu'il y a une urgence vitale sur le plan biologique. Le bilan initial qui nous a ramené ne pouvait pas nous permettre de trancher. Et donc, regardons ici s'il y a une urgence vitale. L'urgence vitale absolue est celle liée à la kaliémie. Et donc, quand il y a une hyperkaliémie avec des signes électriques, on peut être devant une urgence vitale. Ici, on est devant une hyperkaliémie, certes, 5,2 milli équivalents par litre, mais
on va faire l'électrocardiogramme et on ne va pas trouver de signe électrique accompagnant cette hypercalémie. Et donc, on n'est pas devant une urgence vitale. L'autre urgence vitale qu'on peut rencontrer et qui se manifeste souvent cliniquement, c'est l'acidose. Ici, on a une bicarbonatémie, des réserves alcalines à 18 millimoles par litre. Certes, c'est une acidose, mais elle n'est pas profonde. En général, quand elle est profonde, elle est beaucoup plus basse, inférieure à 10 millimoles par litre quand elle est vraiment sévère. Et cela se manifeste sur le plan clinique par une polypnée, on appelle ça la dyspnée de Kussmaul, qui accompagne les états d'acidose. Et donc là, ce n'est pas le cas. Donc finalement, nous avons éliminé les urgences vitales cliniques et biologiques très rapidement et nous pouvons nous concentrer sur la démarche diagnostique devant cette insuffisance rénale découverte de façon fortuite. Encore une fois, je le rappelle. Donc, comment avancer? On va voir si cette insuffisance rénale s'intègre dans un cadre de néphropathie connue. Et je vais ici m'intéresser à un élément de base dans toute consultation. Je ne dis pas en consultation néphrologique, je dis devant toute consultation, il faut avoir cette bandelette urinaire. La bandelette urinaire, on a l'habitude de dire que c'est un moyen facile, pas cher et qui peut nous donner beaucoup d'informations. Vous voyez ici les différents paramètres qui peuvent être explorés par une simple bandelette urinaire. En quoi elle va nous servir chez quelqu'un qui a une insuffisance rénale? Elle va nous servir d'abord à voir le sédiment urinaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des protéines dans les urines? Est-ce qu'il y a du sang dans les urines? Est-ce qu'il y a des leucocytes? Est-ce qu'il y a du glucose? Tout cela nous permet d'avoir une orientation devant la situation clinique concrète que nous sommes en train de rencontrer. Cela est très important parce que classiquement, les insuffisances rénales qu'on rencontre, on aura deux façons de les classer. D'abord, est-ce que c'est une insuffisance rénale aiguë ou chronique? Ça, c'est la première façon de classer. Et quand il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique, on a la deuxième façon de les classer, c'est selon le tissu rénal en cause. C'est-à-dire, est-ce que c'est une néphropathie glomérulaire? Est-ce que c'est une néphropathie tubulaire, interstitielle ou vasculaire? L'un de ces quatre éléments chacun de ces éléments va donner des manifestations cliniques différentes, particulièrement en ce qui concerne le sédiment urinaire. Je rappelle sur le plan physiologique que la barrière de filtration glomérulaire qui sépare le sang des urines primitives, de la chambre urinaire, ne laisse pas passer les protéines et ne laisse pas passer les éléments figurés du sang. Donc, si nous retrouvons des protéines dans les urines de façon significativement élevée, et si on retrouve des hématies donc, dans les urines, cela témoigne très souvent d'une atteinte de la barrière de filtration glomérulaire et nous sommes devant une protéinurie et une hématurie qui témoignent d'une atteinte glomérulaire. Dans les atteintes vasculaires, par exemple, c'est l'hypertension artérielle qui est au premier plan et très souvent la bandelette urinaire ne retrouve pas de protéinurie ou très peu de protéinurie et pas d'hématurie. Dans les néphrites interstitielles, on a également une protéinurie qui est faible. Une hématurie microscopique peut exister ou pas, mais elle n'est pas très souvent présente. Et on a au contraire une leucocyturie qui est présente et la bandelette urinaire, là aussi, elle va nous aider à rechercher ces leucocytes dans les urines. Dans la nécrose tubulaire aiguë, pour terminer les quatre types d'atteintes par type histologique, dans la nécrose tubulaire aiguë, très souvent, on a une oligurie, mais on a peu ou pas de protéinurie, on a peu ou pas d'hématurie, et donc cela est important. Et donc, la bandelette urinaire va être très importante dans notre diagnostic. Ici, chez notre patient, on va trouver qu'il y a que la protéinurie
est au niveau de traces, donc il n'y a pas de protéinurie significative, qu'il n'y a pas d'hématurie, qu'il n'y a pas de leucocysurie, et donc la bandelette urinaire ne va pas nous orienter vers une néphropathie glomérulaire, et on va chercher dans les autres étiologies. Donc finalement, on a vu qu'il s'agissait d'une insuffisance rénale, on a éliminé l'urgence vitale et on va voir si elle est aiguë ou chronique. Je reviens en arrière pour vous montrer des éléments qui sont orientateurs vers le caractère aigu ou chronique. Quand il y a une insuffisance rénale chronique, les reins n'assurent pas les trois fonctions classiques des reins, et donc ces fonctions-là sont altérées. Il y a la fonction d'épuration, c'est pour ça que l'urée, les créatinines et l'acide urique sont élevés, le phosphore également, etc. Il y a la fonction d'homéostasie hydroélectrolytique, et donc c'est pour cela qu'on a parlé de la possibilité d'avoir un OAP par exemple tout à l'heure. Et il y a la fonction endocrine. Les fonctions endocrines des reins sont multiples, ils produisent de l'érythropoïétine. C'est pour cela qu'en cas d'insuffisance rénale chronique, on commence à avoir une anémie. On a vu que chez ce patient-là, il y avait une anémie, normochrome, normocytaire. La deuxième fonction endocrine, c'est la sécrétion de rénine et donc l'équilibre de la pression artérielle. On a vu que ce patient-là était relativement hypertendu. Et il y a aussi des hormones qui sont impliquées dans le métabolisme phosphocalcique, notamment la vitamine D active, puisque l'activation de la vitamine D se fait au niveau rénal. C'est la transformation de la vitamine D inactive en vitamine D active grâce à une hydroxylation rénale. Et là, on voit qu'en cas d'insuffisance rénale chronique, il y a une hypocalcémie. Et ici, vous voyez que notre patient a une hypocalcémie. Ce qu'il faudrait, pour être sûr que c'est une hypocalcémie, c'est de voir aussi l'albuminémie. Pourquoi? Parce que en cas d'hypoalbuminémie, donc la calcémie est faussée au niveau du laboratoire. On procède à la correction de la calcémie, c'est-à-dire qu'on exprime la calcémie corrigée comme la calcémie mesurée, ici 78, plus 40, qui est le taux d'albumine normal, moins le taux d'albumine mesuré. Chez ce patient-là, on va supposer que l'albuminémie est normale puisqu'il n'a pas de protéinurie, il n'a pas de déperdition d'albumine, et donc on va dire que son hypocalcémie est vraie. Donc il a une anémie et il a une hypocalcémie. Ce sont des éléments orientateurs vers la chronicité de sa maladie rénale. Donc nous sommes à l'étape affirmer le caractère chronique. Et pour affirmer le caractère chronique, on a besoin d'un autre moyen, c'est l'échographie rénale. Et vous voyez que l'échographie rénale va nous montrer, entre autres, la taille des reins. Les reins sont diminués de taille lorsque la maladie rénale ou l'insuffisance rénale est arrivée à un stade chronique qui fait que donc, il y a une hypotrophie rénale qui s'installe de façon progressive avec quelques exceptions dans certaines maladies comme la polykystose, le diabète ou l'amylose. La chronicité ne s'accompagne pas forcément d'une baisse de la taille des reins. Et donc, on va voir chez notre patient qu'est-ce qui est en faveur de la chronicité, l'anémie, normochrome normocytaire régénérative, l'hypocalcémie et éventuellement donc l'échographie. Ici, voici l'échographie de notre patient. Et vous voyez clairement qu'il y a des kystes rénaux multiples de façon bilatérale. Cela signe de façon évidente une polykystose rénale. Pour affirmer une polykystose rénale, il faut que les kystes soient bilatéraux et on a un antécédent familial d'un ascendant qui est le père, qui a une insuffisance rénale. Et donc, tout cela va nous orienter vers une insuffisance rénale chronique due à une polykystose rénale. Et donc, vous voyez ici un scanner qui montre cette polykystose rénale avec quelques kystes au niveau hépatique aussi. Comment avancer? On va préciser cette fois-ci le stade et le rythme évolutif de cette insuffisance rénale. C'est très important une fois qu'on a affirmé qu'on est devant une insuffisance rénale chronique.
quel stade et quel rythme évolutif. Et donc, clairance de la créatinine est un élément important. J'ai fait allusion à cela. Et pour cela, nous avons plusieurs formules. La plus ancienne est celle de Cockcroft et Gold, 140 moins l'âge fois le poids fois un K qui est un paramètre de correction, une constante, 1,04 chez la femme et 1,23 chez l'homme, divisé par la créatinine en micromoles par litre. Et si vous avez comme chez nous ici la créatinine en milligrammes par litre, on va multiplier dans le dénominateur par un facteur de 8,8 pour transformer le milligramme par litre, convertir en micromoles par litre. Et donc, c'est une formule qui a ses limites, mais qui reste intéressante à utiliser, particulièrement lorsqu'on n'a pas à notre disposition les calculateurs, puisque là, on peut la faire par un calcul à la main. Par contre, d'autres formules sont venues par la suite, plus précises, je dirais, pour rester simple, et donc c'est la formule MDRD, Modification of Diet in Renal Disease, donc connue simplement MDRD. Et donc là, vous voyez qu'on ne peut pas la calculer à la main, et c'est une formule qui nous donne des résultats plus précis. CKD, c'est comme Chronic Kidney Disease, donc maladie rénale chronique, et EPI comme épidémiologie. Et donc, vous voyez des formules plus compliquées, mais qui sont mesurées par des calculateurs et qui nous donnent ce résultat. Donc, il y a d'autres formules. Dernièrement, il y a une nouvelle formule qui est sortie, européenne, et qui s'appelle EKFC, et donc qui aussi permet d'estimer le débit de filtration glomérulaire. Ces photos-là sont importantes pour moi pour marquer les esprits. J'ai choisi deux personnalités très connues pour au moins, bon, là Céline Dion, elle est connue mondialement, Badr Hari, connu par tous les Marocains et au-delà parce qu'il a été champion du monde à plusieurs reprises. Et vous voyez que, supposons s'ils avaient 11 mg par litre de créatinine sanguine, rappelez-vous, je vous ai dit que les normes de laboratoire sont souvent fournies à titre indicatif. Et là, si on voit le 11 mg par litre, on voit qu'il est dans l'intervalle de la normalité. Mais est-ce que c'est vraiment normal? Badr Hari à l'âge de 37 ans, 109 kilos, presque 2 mètres de taille. Si on lui applique la formule de Cockcroft et Gold, je rappelle 140 moins l'âge fois le poids, fois 1,23 puisque c'est un homme, divisé par 11 fois 8,8, cela va nous donner un débit de filtration glomérulaire estimé à 143 millilitres par minute. C'est-à-dire qu'il y a une hyperfiltration glomérulaire s'il avait 11 mg par litre. Finalement, des reins qui fonctionneraient de façon supérieure à la normale, une hyperfiltration glomérulaire. Ce qui sous-entend que si quelqu'un comme Badr Hari vient chez moi en consultation avec un bilan, je m'attendrai à une créatininémie supérieure à cela, sans que cela ne soit anormal. Et donc, elle serait supérieure aux valeurs fixées par le laboratoire comme des valeurs de normalité, sans que cela ne soit anormal. C'est très important. De l'autre côté, prenons la même valeur, 11 mg par litre de créatinine chez Céline Dion, 54 ans, 44 kg. Cela nous donnerait un débit de filtration glomérulaire à 40 millilitres par minute. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. 40 millilitres par minute nous situerait à un stade 3 de la maladie rénale chronique. Je rappelle que la maladie rénale chronique est une maladie qui est classée en 5 stades. Et le stade de débit de filtration glomérulaire entre 30 et 60 correspond à un stade 3. Il y a même une sous-classification 3A, 3B. Donc, quand on est entre 30 millilitres et 45 millilitres par minute, on est déjà au stade 3B. Finalement, vous voyez qu'une valeur qui peut paraître normale vis-à-vis des valeurs du laboratoire ne l'est pas en réalité quand on est dans cette situation comme celle de Céline Dion. Et donc, il faut toujours avoir comme réflexe d'utiliser les calculateurs et il y en a beaucoup disponibles un peu partout, proposés par des sociétés savantes comme ici la Société francophone de néphrologie, dialyse ou transplantation, mais il y en a beaucoup d'autres et des applications. Et donc, je rappelle ici les 5 stades de la maladie rénale chronique, c'est important. Quand on a une
un débit de filtration glomérulaire inférieur à ce seuil de 60 millilitres par minute. C'est là qu'on parle d'insuffisance rénale. Donc, il y a deux stades de la maladie rénale chronique, le stade 1 et le stade 2, dans lesquels il y a une anomalie rénale, il y a une maladie rénale qui évolue de façon chronique, mais qui est encore accompagnée d'un débit de filtration glomérulaire supérieur à 60, c'est-à-dire sans utiliser le terme d'insuffisance rénale. On va utiliser le terme maladie rénale chronique, mais pas d'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, vous le voyez dans le tableau, ce sont les trois stades, 3, 4 et 5, dans lesquels le débit de filtration glomérulaire est au-dessous du seuil de 60 millilitres par minute. Pourquoi alors parler de maladie rénale chronique dans les stades 1 et 2? Tout simplement parce qu'il y a des marqueurs d'atteinte rénale qui existent. Il pourrait y avoir une protéinurie, une hématurie, des kystes rénaux, etc. Donc, les reins ne sont pas normaux et cela évolue de façon chronique. C'est pour ça qu'on utilise le terme maladie rénale chronique. Quand le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 90, c'est un stade 1. Quand c'est entre 60 et 90, c'est un stade 2. Et on continue comme ça. 30 à 60, c'est un stade 3. 15 à 30, c'est un stade 4. Et on parle d'insuffisance rénale chronique sévère ou pré-terminale. Et un stade 5, c'est un stade terminal inférieur à 15 millilitres par minute. Comment avancer alors quand on est à cette étape-là? On a vu que c'était une insuffisance rénale. On a éliminé les urgences vitales. On a affirmé que c'était chronique grâce à la calcémie, la calcémie, l'hémoglobine basse et la polykystose qu'on retrouve à l'échographie. On va préciser le stade évolutif et le rythme évolutif. Et on va chercher, à la quatrième étape, des facteurs aggravants. Pourquoi parler de facteurs aggravants? Parce que quelqu'un qui a une polykystose rénale qui évolue comme maladie rénale chronique peut rester stable à un certain niveau. Et il a une maladie rénale chronique. Il a une insuffisance rénale chronique dans notre cas. Cette insuffisance rénale chronique dans notre cas est un stade 3 ou 4. Et il se pourrait qu'à un moment donné, il y ait un facteur aggravant qui se surajoute. On parle d'acutisation d'une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë qui se surajoute à l'insuffisance rénale chronique. Autrement dit, si on corrige cette insuffisance rénale aiguë, on reviendrait à l'état de base, qui n'est pas un état de normalité, qui est un état d'insuffisance rénale chronique, mais qui est moins sévère que ce qu'on pourrait avoir quand on a un facteur aggravant de façon concomitante. Donc, on va chercher des facteurs aggravants, c'est l'étape suivante. Regardez, les facteurs aggravants sont nombreux. S'il y a une hypoperfusion rénale, parce que le patient est déshydraté, il a pris des diurétiques, il a eu une diarrhée, il a eu un état de choc de n'importe quelle raison, etc., il va faire une hypoperfusion rénale et il va faire une insuffisance rénale aiguë surajoutée. Cela est réversible si on corrige la cause. Parfois, le facteur aggravant est iatrogène. Ce sont des médicaments comme des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antibiotiques type aminosides et de nombreux médicaments ou de nombreux toxiques peuvent être responsables d'une acutisation, soit par effet hémodynamique, comme le cas des IEC, des ARA2 ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou par effet directement toxique, comme je l'ai cité tout à l'heure, par exemple, par l'exemple des aminosides ou d'autres médicaments de chimiothérapie ou autres. Donc, beaucoup de médicaments peuvent avoir une toxicité directe et être des facteurs aggravants. Il se peut qu'il y ait un obstacle. L'obstacle peut être un adénome de prostate, puisqu'on est devant le cas d'un homme, ça peut être un tumoral, ça peut être énormément de types d'obstacles. Et ça peut être une pathologie surajoutée, une infection urinaire type pyélonéphrite, une hypertension artérielle mal équilibrée. Donc, beaucoup de facteurs peuvent être des facteurs aggravants. Je profite de cette situation pour vous dire que au moment où on était en train de classer la maladie rénale, je vous disais qu'elle était aiguë ou chronique. Je vous disais aussi qu'elle était de type glomérulaire, tubulaire, interstitiel ou vasculaire.
mais on n'a pas suffisamment insisté pour l'instant sur le fait qu'elle peut aussi être rénale, pré-rénale ou post-rénale. Je reviens donc sur cet élément-là en une minute, très rapidement. Quand on a fait l'échographie tout à l'heure, elle nous aide aussi à comprendre la situation, puisque supposons là c'était évident, on est tombé sur une polykystose, mais supposons qu'il n'y a pas de polykystose, on verrait s'il y a une dilatation ou pas. Et la dilatation nous dirait à ce moment-là que ce n'est peut-être pas le rein en lui-même qui est la cause de l'insuffisance rénale, mais c'est l'obstacle post-rénal par une prostate ou par des lithiases, par une tumeur utérine chez une femme, ou par énormément de possibilités, peut donner une insuffisance rénale. De l'autre côté, on peut avoir une insuffisance rénale pré-rénale, c'est-à-dire c'est celle qu'on appelle fonctionnelle. Et là aussi, ce n'est pas le rein en lui-même qui est incriminé dans l'insuffisance rénale, mais ce sont les conditions environnementales qui l'entourent qui vont être la cause, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas suffisamment de sang à épurer, soit parce que le patient est déshydraté, c'est l'hypovolémie, soit parce qu'il a fait un état de choc, et là, les reins ne sont pas suffisamment perfusés. Le choc peut être hémorragique, hypovolémique, cardiogénique ou autre. Et ça pourrait être aussi, dans certaines situations, une insuffisance cardiaque. Et là, le cœur ne pompe pas suffisamment et les reins ne reçoivent pas un débit sanguin rénal suffisant permettant d'assurer une fonction rénale normale. Et il y a des insuffisances rénales fonctionnelles liées à l'hypovolémie efficace en cas de syndrome néphrotique ou en cas de cirrhose. C'est l'hypovolémie efficace, c'est lorsque il y a une hypoalbuminémie, par exemple, qui est en cause. Je ferme cette parenthèse, je reviens à notre situation. On est devant une insuffisance rénale chronique euh, pour laquelle il n'y avait pas de facteur d'urgence, pour laquelle on a éliminé les facteurs aggravants, on a stadifié cette maladie rénale et on sait maintenant dans quelle situation on se trouve. Il nous reste à passer à l'étape suivante qui est celle de préciser le retentissement de l'insuffisance rénale chronique. On sait que c'est une insuffisance rénale chronique, stade 3, 4, pré-terminale, puisqu'elle n'a pas trouvé de facteur aggravant, on suppose que ce n'est pas améliorable pour l'instant. On est à un stade 4 de la maladie rénale chronique et on va voir si elle a un retentissement. Et là, le retentissement, pour le comprendre, revenons encore une fois aux fonctions des reins, trois fonctions. La fonction d'épuration, et donc les déchets vont s'accumuler quand il y a une insuffisance rénale, et ces déchets seront responsables d'un retentissement. L'homéostasie hydroélectrolytique, et donc l'eau peut s'accumuler, on peut avoir une hyponatrémie, etc. Donc tout cela, on va le voir. Et la troisième fonction, c'est la fonction endocrine, et particulièrement l'équilibre de la pression artérielle, la production d'érythropoïétine, l'équilibre phosphocalcique et d'autres éléments liés à la fonction endocrine des reins peuvent être incriminés dans le retentissement qu'on va avoir. Et donc, pour dire rapidement, le retentissement de chacun de ces éléments-là, donc vous voyez qu'il y a une hypertension artérielle, une anémie, ce qu'on appelle dans le jargon néphrologique les TMO, les troubles minéraux et osseux de l'insuffisance rénale, qui sont à la fois biologiques, cliniques et radiologiques, qui sont liés au déficit en vitamine D active et donc une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, des troubles osseux liés très souvent à l'hyperparathyroïdie secondaire et donc un hyperremodelage osseux lié à l'hyperproduction de parathormones en réponse aux anomalies de base et particulièrement à l'hypocalcémie. Il nous reste le diagnostic étiologique pour terminer cette série de 6 éléments clés du diagnostic devant une insuffisance rénale. Le diagnostic étiologique ici est évident puisque j'ai choisi le cas d'un patient chez qui on a découvert une insuffisance rénale chronique préterminale sur polykystose rénale. Et donc, le cas ici est celui d'une polykystose rénale. Donc, il nous reste maintenant la prise en charge. La prise en charge, quand on a une insuffisance rénale chronique, on a toujours besoin d'une néphroprotection. Parce que ce qu'on cherche,
c'est voir s'il y a quelque chose de réversible en cherchant des facteurs aggravants. Ça, on l'a fait. Et il nous reste aussi à voir si on peut protéger ce qui reste de la fonction rénale. Ce débit de filtration glomérulaire restant est important à préserver le plus longtemps possible chez nos patients. Et donc, ici, vous voyez que c'est un vrai puzzle avec énormément d'éléments à prendre en considération pour retarder l'évolution d'une maladie rénale chronique. Vous voyez ici, je vais choisir des éléments à citer dans cette néphroprotection. On va éviter tout ce qui est toxique, et donc, dans les médicaments qu'on prescrit, dans les produits de contraste, si on a besoin de radiologie avec injection d'iode, dans ce qu'on consomme comme produits qui peuvent devenir toxiques ou qui peuvent être toxiques, comme ce que font beaucoup de nos patients quand ils découvrent une maladie et qui prennent des plantes à visée entre guillemets médicinale. Donc, ces agressions dues à des toxiques, il faut les éviter. Il faut aussi voir dans le contexte si notre patient est diabétique, corriger le diabète parce que le diabète est un facteur d'aggravation. Un diabète mal équilibré est un facteur d'aggravation. Corriger une hypertension artérielle qui peut elle aussi être un facteur d'aggravation. Corriger une obésité et donc là aussi c'est un élément important. Plus il y a de surcharge pondérale, plus le risque de progression est important puisque elle entraîne une hyperfiltration glomérulaire qui fait évoluer la situation. Il faut aussi éviter les infections urinaires et les traiter. Il faut aussi réduire les apports en sel, réduire les apports en protéines. Et cela est spécifique à la néphroprotection. On sait que ceux qui ont un régime pauvre en protéines ont une meilleure survie ou un ralentissement de la progression de leur insuffisance rénale. Et ainsi de suite, les facteurs de protection sont multiples. On peut ajouter à tous ces facteurs de protection préventifs une intervention en utilisant un blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone en utilisant un IEC ou un ARA2 qui réduit la protéinurie, réduit la pression intraglomérulaire et par conséquent assure une néphroprotection pour nos patients. Ici, on est dans le cas d'une polykystose rénale, mais si on était devant un diabétique, il y a de nouvelles classes thérapeutiques qui assurent aussi des néphroprotections. Et donc, j'ouvre cette parenthèse pour en parler très rapidement. Les inhibiteurs SGLT2, qui sont une nouvelle classe thérapeutique, nouvelle depuis plusieurs années, mais qui ont beaucoup plus de preuves maintenant dans le traitement du diabète et dans la néphroprotection et la cardioprotection de nos patients. Ce sont aussi des moyens de néphroprotection. Et vous voyez aussi dans ce puzzle qu'il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Et je vais terminer par ces facteurs-là pour ouvrir la place à la discussion. Vous voyez ici, par exemple, que la case risque cardiovasculaire. Les patients qui ont une insuffisance rénale chronique ont un risque cardiovasculaire largement supérieur à ceux qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Et donc, c'est un élément à prendre en considération. Les aspects psychologiques sont également importants. Ici, dans le cas de notre patient, il y a l'annonce de la maladie rénale, l'annonce de la chronicité de cette maladie rénale, l'annonce de la cause de cette maladie rénale qui est héréditaire. Et donc, très souvent, quand on annonce à ces patients-là que c'est héréditaire, que c'est autosomique dominant, c'est-à-dire qu'il y a un risque de 50% de transmettre la maladie à chacun de ses enfants, c'est aussi un élément à prendre en considération parce qu'il y a un sentiment d'incompréhension, mais aussi de culpabilité et de deuil à avoir vis-à-vis de la perte de sa fonction rénale, de crainte vis-à-vis de l'avenir, etc. Donc, les aspects psychologiques sont à prendre en considération. Il y a aussi l'aspect coût que j'entoure ici. La maladie rénale chronique est une maladie coûteuse, particulièrement si on arrive au stade terminal nécessitant un traitement de suppléance par hémodialyse, par dialyse péritonéale ou par transplantation rénale. Et ce sont des aspects que nous devons discuter avec nos patients.
Vous voyez ici immuno. L'immunologie est un élément important dans les maladies rénales et dans l'insuffisance rénale. Des maladies auto-immunes peuvent être des causes d'insuffisance rénale. Mais ici, dans le cas de notre patient, pourquoi je vais m'intéresser à l'aspect immunologique? Si le patient a une anémie, il faut surtout pas transfuser. Il faut essayer de corriger l'anémie en corrigeant les réserves en fer, en donnant de l'érythropoïétine si besoin, etc. Et pour éviter les transfusions, parce que la transfusion constitue un élément immunisant qui va nous embêter si nous envisageons la transplantation rénale, parce qu'il y a un risque de développer des anticorps qui vont être éventuellement gênants en cas de transplantation. Ici, ETP, c'est éducation thérapeutique du patient. Ce volet-là est très important aussi parce que on va apprendre au patient à gérer sa maladie rénale. Ici, j'ai mis capital veineux. Si on envisage la dialyse et particulièrement l'hémodialyse par la suite, on est au stade préterminal et on risque d'évoluer vers le stade terminal et nécessiter un jour un traitement de suppléance rénale, il faut que le capital veineux permette de confectionner une fistule artério-veineuse qui sera le moyen de réaliser cette hémodialyse. Et donc, en général, on fait attention au capital veineux des patients, particulièrement quand on fait des prélèvements sanguins. On va en faire à répétition quand on surveille ce patient-là à un rythme périodique. Et donc, on va préférer le dos de la main et on va choisir un bras qu'on va éviter de ponctionner tout au long du suivi de notre patient pour justement le préserver pour une éventuelle fistule artério-veineuse par la suite. Dans les éléments qu'on voit ici, vous voyez qu'il y a de la néphroprotection à faire, on en a déjà parlé, et il faut proposer la greffe quand on est au stade terminal et donc un bilan pré-greffe à réaliser. Il y a une fonction rénale résiduelle aussi qui persiste et on va essayer de la préserver au maximum. Et il y a, je vais terminer par cela, une adaptation des doses des médicaments. Il faut que le patient soit conscient qu'il a une insuffisance rénale chronique, qu'elle est avancée et qu'il faut qu'il l'annonce à chaque fois qu'il y a un médicament à prescrire pour n'importe quelle raison, justement parce que il faut adapter la prescription médicamenteuse en termes de dose ou d'espacement de dose chez l'insuffisant rénal chronique. Donc finalement, je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop long et ouvrir la possibilité de discuter la prise en charge de notre patient. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous voulez, il y a des questions qui ont été posées par les participants. Ah oui, d'accord. Donc, je vais essayer de les parcourir. Oui, d'accord. Dans l'échographie, aussi, la fibrose est un élément de chronicité. Oui, vous avez bien fait de le préciser. Ici, le cas clinique que j'ai choisi avait une polykystose rénale. Donc, c'était difficile de voir s'il y a un élément de chronicité qui est la fibrose. Donc, je vais en dire deux mots. En général, les reins s'atrophient et ils changent d'écogénicité. Ils deviennent hyper écogènes. Cela témoigne du développement de la fibrose au niveau rénal. Et on parle aussi de dédifférenciation cortico-médulaire. En général, la corticale et la médulaire ont une écogénicité différente et on voit cette différence et on voit la corticale qui se distingue et on mesure l'index cortical en millimètres pour voir combien le cortex représente par rapport à la médulaire. En cas d'insuffisance rénale chronique, on commence à perdre cette différence entre la corticale et la médulaire et on parle de dédifférenciation cortico-médulaire témoignant orientant vers la fibrose. Il faut cependant garder à l'esprit que l'échographie est un examen qui est opérateur dépendant. Et donc, parfois, l'opérateur, soit
par manque d'habitude ou parce que son échographe n'est pas de très bonne qualité, etc., peut avoir l'impression qu'il y a une dédifférenciation. Et donc, il ne faut pas se baser sur cet élément-là comme seul élément de jugement. On inscrit tout cela dans un faisceau d'arguments. Mais si c'est concordant avec la taille des reins qui diminue, avec l'hypocalcémie, avec l'anémie et surtout avec des antériorités, avec un bilan ancien qui montre déjà qu'il y avait une insuffisance rénale avant, on va parler de, à ce moment-là de facteurs orientant vers une insuffisance rénale chronique. Je rappelle ici, j'en profite pour dire que la chronicité, on parle de chronicité quand une maladie rénale est présente depuis plus de 3 mois. Et on parle d'aiguë quand elle est là depuis moins de 3 mois. D'accord. Est-ce que le calcul du débit de filtration glomérulaire est toujours indispensable dans les cas d'insuffisance rénale aiguë, surtout que la stadification CADIGO de l'insuffisance rénale aiguë ne tient pas compte du DFG qui est donc utilisé pour l'insuffisance rénale chronique? Excellente question et cela me donne la possibilité de clarifier les choses. CADIGO, pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont les recommandations internationales. Le cas, c'est Kidney Disease, c'est-à-dire Initiative for Global Outcome. Ce sont les recommandations internationales par un groupe d'experts pour orienter dans la prise en charge des maladies rénales. Et il en existe pour l'insuffisance rénale aiguë, pour l'insuffisance rénale chronique, etc. D'ailleurs, celles de l'insuffisance rénale chronique sont en cours d'évaluation pour sortir en 2023 dans leur nouvelle version. Et donc, ici, la question se porte sur le débit de filtration glomérulaire estimé. On l'estime uniquement dans la maladie rénale chronique, pas dans l'insuffisance rénale aiguë. C'est très important. Ils n'ont pas l'estimation du débit de filtration glomérulaire n'a pas de place dans l'insuffisance rénale aiguë. Et je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas utile dans l'insuffisance rénale aiguë. Quelqu'un qui fait une insuffisance rénale aiguë d'une cause donnée et qui n'urine plus. Il est complètement anurique, on va dire, par exemple, dans le cadre d'une vascularite qui donne une glomérulonéphrie rapidement progressive. Quel débit de filtration glomérulaire il a? La réponse est claire. Comme il n'urine pas, il n'élimine pas des déchets dans les urines, son débit de filtration glomérulaire, à ce moment-là, est de 0, puisqu'il n'élimine rien. La clairance de la créatinine, c'est la quantité de sang épuré de créatinine par unité de temps. Donc ici, c'est 0. Mais si on utilisait la formule d'estimation de débit de filtration glomérulaire, on ne trouverait pas 0. On trouverait une valeur donnée. Et c'est pour cela qu'on n'utilise pas l'estimation du débit de filtration glomérulaire dans l'insuffisance rénale aiguë. On préfère utiliser le pourcentage d'augmentation de la créatinine par rapport à une valeur de base et la surveillance de la diurèse en fonction du temps. Et on a une autre classification, d'autres classifications. Il y a une classification qui s'appelle AKIN, Acute Kidney Injury, donc c'est AKI. Et on a une autre classification qui s'appelle RIFLE. Peu importe, l'essentiel, c'est que on va se baser sur d'autres éléments dans le cas de la situation aiguë. Que recommandez-vous en matière de nutrition ou d'alimentation du patient insuffisant rénal chronique dialysé? C'est une large question. Il y a des recommandations chez l'insuffisant rénal chronique non encore dialysé. Et cela dépend de sa néphropathie. En choisissant quelqu'un qui n'est pas diabétique pour ne pas rentrer dans les considérations du régime du diabétique. Quand il n'est pas encore dialysé, en général, on réduit les apports en sel, on adapte les apports hydriques à la situation et on a un régime hypoprotidique. Quand on est au stade de dialyse, il y a 2 types de dialyse. Il y a l'hémodialyse et il y a la dialyse péritonéale. Ce qui est commun aux deux, c'est qu'on évite tout ce qui s'accumule comme déchets. Par exemple, quelqu'un qui a une hyperphosphorémie, le phosphore s'est accumulé à cause de l'insuffisance rénale, on va réduire les aliments qui sont riches en phosphore, les produits de conserve, les poissons, les fromages, particulièrement les fromages durs, etc. Et on va adapter en fonction du bilan. Quelqu'un qui fait facilement des hyperkaliémies, on va essayer d'éviter
donc tout ce qui apporte des excès de potassium, particulièrement chez ceux qui sont en hémodialyse parce que ils font des séances de dialyse et dans l'intervalle entre une séance et la suivante, le patient peut faire des hypercalémies s'il ne respecte pas le régime pauvre en potassium. Et donc là, on pense plutôt aux fruits secs et fruits de saison et chocolat, etc., des produits qui sont riches en potassium. On tient compte aussi des apports en eau. Et donc, les dialysés ne sont pas tous pareils. Certains ont une diurèse conservée, d'autres ont déjà perdu la fonction rénale résiduelle et ont une diurèse nulle. Et donc là, entre une séance de dialyse et la suivante, l'eau peut s'accumuler et on parle de prise de poids interdialytique entre une séance et la suivante. Et il faut qu'elle soit acceptable pour que le patient ne se mette pas en surcharge qui menace son pronostic vital. Et donc là, en général, on autorise un demi-litre d'eau par 24 heures chez ceux qui n'ont pas de diurèse. Et chez ceux qui ont une diurèse, on autorise une quantité d'eau équivalente à leur diurèse plus un demi-litre d'eau par jour. Quelqu'un qui urine 1 litre par jour, on va lui autoriser 1 litre 500. Et on va donc tenir compte aussi d'autres paramètres dans l'alimentation du patient dialysé. Et ici, on n'est plus dans la restriction protéique. Quand on est dialysé, on va autoriser plus d'apports protéiques en fonction de la technique de dialyse utilisée et parce qu'on veut justement éviter la dénutrition qui est un facteur de surmortalité chez le patient dialysé. Donc, on n'est plus dans la néphroprotection avec faible apport en protéines, on est plutôt avec des apports suffisants en protéines. Reste que le patient dialysé a des bilans périodiques et il y a donc d'autres adaptations nutritionnelles qui peuvent être nécessaires en fonction de son bilan périodique réalisé. Question suivante, est-ce que la dialyse corrige l'hypertension artérielle ou bien on devrait donner un traitement spécifique pour l'hypertension artérielle? Excellente question. Parce que quand on est en insuffisance rénale chronique, terminale, la fonction d'homéostasie rénale, on l'a dit et répété, n'est pas assurée et donc le patient se met facilement en surcharge. Et donc, on est très souvent en hypervolémie. Et l'hypervolémie est un élément qui est responsable d'hypertension artérielle. Il y a aussi des hypertensions artérielles dues à la maladie rénale causale. Une néphropathie vasculaire va donner donc une hypertension artérielle et une hypertension artérielle va donner une maladie rénale. Donc c'est la question de l'œuf et de la poule qui a précédé l'hypertension ou la maladie rénale. Mais en tout cas, il y a un lien étroit entre les deux. Et il y a beaucoup d'autres situations où dans les maladies rénales, on peut avoir une hypertension artérielle. Je n'ai pas le temps de les détailler. Mais en tout cas, au stade terminal, on est très souvent en surcharge, en hypervolémie. Et donc, pour corriger l'hypertension artérielle, on est tenu de corriger l'hypervolémie. Donc, on donne des diurétiques à forte dose et quand on est en dialyse, on profite de la dialyse pour faire de l'ultrafiltration, retirer l'excès d'eau pour essayer d'arriver au poids idéal du patient, c'est-à-dire le poids dans lequel il n'est ni en déshydratation ni en surcharge volémique. On parle dans notre jargon de poids sec. Et à ce moment-là, certains patients deviennent normotendus. D'autres, s'ils ne deviennent pas normotendus, en tout cas, leur hypertension artérielle deviendra plus contrôlable et nécessitera moins de médicaments antihypertenseurs. Donc, la correction de l'hypertension artérielle passe par la correction de la volémie. C'est un élément important. Comment peut-on prévenir l'insuffisance rénale? C'est une vaste question. On prévient l'insuffisance rénale selon la situation. Il y a de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Il y a des populations à risque. Et donc, quand on sait qu'on est dans une population à risque, on va faire plus attention pour prévenir et aussi pour dépister tôt une éventuelle insuffisance rénale. Qui sont les personnes à risque? Les diabétiques sont des personnes à risque. Et donc, prévenir l'insuffisance rénale chez le diabétique, c'est la néphropathie, la maladie rénale diabétique concerne 40% des diabétiques. Donc, c'est quelque chose de fréquent. Le diabète est la première cause d'insuffisance rénale dans le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mieux équilibrer le diabète.
Cela ne veut pas dire qu'en équilibrant le diabète, on évitera forcément l'insuffisance rénale, mais cela contribue à aider. Les hypertendus sont aussi plus à risque d'insuffisance rénale. Ceux qui ont un antécédent familial de maladie rénale sont plus à risque d'insuffisance rénale. Ceux qui ont une maladie auto-immune, maladie immunologique, comme le lupus, comme la sarcoïdose, comme les vascularites, etc., sont plus à risque d'avoir un rein victime de ce processus immunologique. Et donc, on va dépister, chercher l'atteinte rénale comme élément déterminant dans le pronostic et dans la prise en charge de ces maladies-là. Ceux qui prennent des médicaments de façon chronique, ou qui prennent des médicaments de façon aiguë, mais des médicaments connus pour leur néphrotoxicité. Une chimiothérapie, par exemple, il y a toutes sortes de chimiothérapies, mais certaines sont plus néphrotoxiques que d'autres. L'âge est un élément déterminant. On sait que le débit de filtration glomérulaire baisse de façon progressive avec l'âge. Et donc, c'est normal qu'au-delà d'un certain âge, les reins vieillissants soient plus susceptibles d'être victimes de toutes les agressions qui peuvent les concerner et donner une insuffisance rénale. Et ainsi de suite. Ceux qui ont une neuropathie, des lithiases à répétition, des infections urinaires à répétition, et ainsi de suite, sont plus à risque de maladie rénale. Et il y a des catégories moins connues de personnes à risque d'insuffisance rénale. Et on sait, à travers les données de la littérature, par exemple, que ceux qui avaient un faible poids à la naissance ont plus de risques à l'âge adulte de faire une insuffisance rénale. Et donc, on doit faire de la néphroprotection chez ces personnes-là. Question suivante. Est-ce que pour le patient âgé, la formule de Cockcroft et Gault est plus performante que MDRD ou CKD-EPI qui surestime le débit de filtration glomérulaire? Vous avez posé une question pertinente. Parce que quand on veut utiliser une formule d'estimation, il faut toujours revenir à sa validation. La validation de la formule de Cockcroft et Gault, c'est faite dans une population donnée, et donc, quand on veut extrapoler pour l'utiliser dans notre pratique courante, il faut tenir compte des éléments de validation de la technique. Et on sait que c'est la formule de Cockcroft et Gault, a été validée dans une population caucasienne, jeune, il n'y avait pas d'enfants ni de personnes très âgées, il n'y avait pas de femmes enceintes, il n'y avait pas de personnes très obèses, il n'y avait pas de personnes très dénutries cachectiques, il n'y avait pas de personnes amputées, il n'y avait personne avec acide, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces situations-là nous sortent du contexte d'utilisation de la formule de Cockcroft et Gault avec suffisamment de fiabilité. Et donc, dans toutes ces situations-là, la formule de Cockcroft et Gault risque de ne pas nous donner la vraie valeur. Et il y a des études qui ont été faites chez donc les personnes âgées, puisque la question ici porte sur les personnes âgées. Et on sait qu'il y a une discordance. Les formules de MDRD et de CKD-EPI approchent mieux la réalité chez cette catégorie-là de patients. Mais on sait aussi qu'en cas de doute, il y a des moyens de mesurer le débit de filtration glomérulaire plutôt que de l'estimer. Et donc, il y a par exemple une méthode basée sur l'injection d'un produit qui est le Bioexol et sur la suivi de la cinétique, de la disparition du Bioexol au niveau sanguin et de son apparition au niveau urinaire, qui permet de mieux mesurer le débit de filtration glomérulaire. Et on sait, d'après les études publiées, qu'il y a chez le sujet âgé plus de discordance entre les techniques de mesure du débit de filtration glomérulaire et celle d'estimation du débit de filtration glomérulaire. Donc, dans le doute, on pourrait avoir recours à ces méthodes de mesure plutôt qu'à des méthodes d'estimation. Question suivante. Quel est le rythme de surveillance pour un patient au stade d'insuffisance rénale chronique? C'est une question compliquée
parce qu'il n'y a pas de valeur de rythme standard. Mais il y a des éléments d'orientation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le diagnostic d'insuffisance rénale chronique, il faut aussi connaître le stade et il faut aussi connaître le rythme évolutif. Quelqu'un qui a l'habitude d'évoluer rapidement, c'est-à-dire et là, je vais souligner l'importance d'avoir les valeurs avec une échelle temps, parce que cela nous permet d'avoir une pente de perte de la fonction rénale. Ceux qui ont une insuffisance rénale chronique vont perdre progressivement leur débit de filtration glomérulaire va baisser progressivement. Et ce n'est pas la même chose s'ils perdent 3 millilitres par minute par an ou s'ils perdent 10 millilitres par minute par an, parce que cela sous-entend que c'est une maladie évolutive. Et on sait qu'il y a une différence entre les maladies. Une néphrite interstitielle chronique, en général, évolue très lentement, alors qu'une maladie glomérulaire et une néphropathie diabétique peut évoluer plus rapidement. Et donc, le type de maladie initiale, le stade auquel on est actuellement, le rythme évolutif sur les mois et les années précédentes, donc, peuvent nous aider à choisir le bon rythme de surveillance d'un patient. Et donc, classiquement, pour simplifier, il y a des petites astuces, mais qu'il ne faut pas appliquer à la lettre, qu'il faut utiliser comme élément d'orientation. On a l'habitude de dire que quelqu'un qui a 40 millilitres par minute, on le voit une fois tous les 4 ans, tous les 4 mois. Quelqu'un qui a 30 millilitres, on le voit tous les 3 mois. 20 millilitres, on le voit tous les 20, etc. Donc, on enlève le zéro au débit de filtration glomérulaire. On se dit, c'est un rythme donc estimatif. Mais encore une fois, si quelqu'un a une néphrite interstitielle chronique qui évolue très lentement, qu'on a déjà un suivi de 3, 4, 5 ans qui montre qu'il évolue très lentement, pourquoi lui imposer un rythme rapproché? On va à ce moment-là espacer parce qu'on a un recul qui nous permet d'espacer. Et on apprend aussi, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, aux patients à reconnaître des signes qui devraient lui indiquer de contacter son médecin avant la consultation suivante. Et donc, il va reconnaître les signes d'urgence, une prise de poids importante, apparition d'œdème, une dyspnée, etc. Et il va reconnaître tout ça et pour consulter dans l'intervalle sans attendre la consultation suivante. Bon, je suis en train de voir s'il y a une autre question. Je défile. Est-ce qu'on peut avoir une insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique et comment? Oui. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë. Une insuffisance rénale aiguë est définie par une augmentation de la créatinine de plus de 25% par rapport à la valeur initiale dans l'intervalle de moins de 3 mois, où c'est l'une des définitions, il y en a plusieurs. Et donc, toute augmentation par rapport à une valeur de référence correspond à une définition d'insuffisance rénale aiguë. Et donc, si la valeur de référence était déjà correspondante à une insuffisance rénale chronique, on peut faire une aggravation rapide qui correspond à une insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique. Et toutes les causes, les étiologies de maladies d'insuffisance rénale aiguë, fonctionnelles, rénales ou obstructives, peuvent s'appliquer à cette définition-là. Donc, quelqu'un pose la question, je ne comprends pas comment les IEC-ARA2 sont considérés comme néphroprotecteurs, alors qu'on les arrête en cas d'insuffisance rénale aiguë en les considérant comme néphrotoxiques. En fait, ils ne sont pas néphrotoxiques, ils peuvent entraîner une aggravation d'une insuffisance rénale par effet hémodynamique. Donc, je vais réexpliquer les choses en essayant d'être plus clair. Comment les IEC ou les ARA2 sont néphroprotecteurs? Ils le sont par effet hémodynamique, c'est-à-dire qu'ils font que la pression exercée sur la barrière de filtration glomérulaire devient moins importante. Comment? En exerçant une vasoconstriction relative au niveau de l'artériole afférente, celle qui arrive au rein, et une vasodilatation relative au niveau de l'artériole efférente, celle qui sort du glomérule. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a une moins de pression à l'arrivée, plus de facilité à évacuer, donc moins de pression sur la barrière de filtration glomérulaire. En ayant moins de pression sur la barrière de filtration glomérulaire, on assure de la néphroprotection. Mais imaginez que quelqu'un soit déshydraté.
qu'il prenne des anti-inflammatoires. Il a une situation hémodynamique qui, si elle est associée à la prise de d'IEC ou d'ARA2, va entraîner une insuffisance rénale. Il est déjà déshydraté et on lui dit on fait en sorte que la pression sur la barrière de filtration glomérulaire baisse. Cela va entraîner une insuffisance rénale ou une aggravation d'une insuffisance rénale aiguë par effet hémodynamique. Et c'est pour cela qu'on arrête les IEC ou ARA2 quand c'est possible de façon temporaire devant une insuffisance rénale aiguë, le temps qu'on corrige la situation, particulièrement si le patient est déshydraté. Donc, il n'y a pas finalement de contradiction. La néphroprotection se fait sur le long terme et en cas d'éléments surajoutés d'insuffisance rénale aiguë, on arrête temporairement pour reprendre par la suite notre néphroprotection. Quel bilan doit-on demander dans le cadre du suivi et comment on traite généralement l'anémie et l'hypocalcémie associées à l'insuffisance rénale chronique? Le bilan qu'on demande est initialement un bilan qui nous permet de stadifier, de connaître le rythme évolutif, de s'orienter vers l'étiologie, et donc cela, on va le faire initialement. Puis par la suite, la question porte sur le rythme, sur le suivi, le bilan qu'on fait dans le suivi. Et le bilan qu'on fait dans le suivi va nous permettre d'éliminer régulièrement d'éventuelles urgences qui peuvent se surajouter, de connaître l'évolution de la maladie rénale et et de voir le retentissement de l'insuffisance rénale. Pour faire cela, on a besoin, bien sûr, de mesurer régulièrement l'urée, la créatinine, l'acide urique, parce que ce sont des déchets qui s'accumulent et cela va nous permettre d'assurer un certain suivi. On va bien sûr demander les réserves alcalines, le potassium, etc., parce qu'on veut guetter une éventuelle aggravation qui pourrait constituer une urgence. Une situation qui pourrait constituer une urgence, et on surveille les éléments liés au retentissement, c'est-à-dire un bilan phosphocalcique de façon régulière, donc calcium, phosphore, réserve alcaline, parathormone, à un stade plus évolué de l'insuffisance rénale chronique. On va surveiller bien sûr la numération formule sanguine parce qu'on va voir s'il y a une anémie et on voudra la corriger. Et si on veut la corriger, on a besoin du bilan martial. Donc là aussi, on va faire ferritinémie et capacité de saturation de la transférine pour voir si on a besoin de recharger les réserves en fer pour que l'érythropoïétine, si on la prescrit, soit efficace. On va aussi, parfois, quand on arrive à un stade plus avancé, demander des bilans qui nous préparent au traitement de suppléance. C'est-à-dire, si je prépare quelqu'un à l'hémodialyse, je dois être sûr qu'il n'est pas porteur d'hépatite B ou C, etc. Donc, on va faire cela. Je dois m'assurer qu'il est vacciné s'il a besoin de vaccination et donc je vais le vacciner contre l'hépatite B et ainsi de suite. Donc, on va s'adapter dans notre bilan à la situation du patient. Et bien sûr, il y a des bilans liés à la néphropathie causale. S'il est diabétique, par exemple, bien sûr, on va donner les bilans liés à son diabète. Le rythme de réalisation, ça rejoint la question précédente. Ça dépend c'est la réponse que j'ai donnée auparavant, liée au stade de la maladie rénale, au rythme évolutif de la maladie rénale qui vont rentrer en ligne de compte. Et comment on traite généralement l'anémie et l'hypocalcémie associées à l'insuffisance rénale chronique? Donc l'anémie, on va la traiter par un apport en fer. On va optimiser les apports en fer. Quand le patient est dialysé, on va donner du fer injectable. Quand il n'est pas dialysé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on donne du fer aussi. On cherche des valeurs qui correspondent à des valeurs supérieures aux valeurs indiquées comme normales par le laboratoire, parce qu'on a besoin de plus de réserves en fer pour donner de quoi produire donc les globules rouges en donnant aussi l'érythropoïétine en injection quand le patient a un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par décilitre pour justement corriger l'anémie chez nos patients. Pour ce qui est des troubles minéraux et osseux, on va traiter de façon globale. On donne
au début du calcium. Le calcium a un double objectif. Il corrige l'hypocalcémie, mais au niveau du tube digestif, il se lie aussi au phosphore et donc il joue le rôle de chélateur du phosphore et donc permet aussi de corriger l'hyperphosphorémie. Quand on cherche à corriger l'hypocalcémie, on le donne plutôt loin des repas pour favoriser l'absorption de ce calcium, de plus de 2 heures loin des repas. Quand on cherche à complexer le phosphore pour corriger l'hyperphosphorémie, on le donne plutôt avec le repas pour qu'il attrape, entre guillemets, le phosphore et permette de l'éliminer. On peut donner de la vitamine D dans sa forme active et on peut donner d'autres médicaments pour corriger les troubles minéraux osseux donc, de l'insuffisance rénale, particulièrement donc, l'hyperparathyroïdie secondaire, qui sont des chélateurs non calciques du phosphore, par exemple, et ainsi de suite. Donc, cela fait partie du traitement de l'insuffisance rénale chronique chez ce patient. D'accord, je pense que je suis presque arrivé au bout des questions. Oui, comment les INS agissent sur l'hémodynamique rénale. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens agissent sur les prostaglandines, particulièrement la prostaglandine E2, et donc qui a un effet vasoactif sur les artérioles efférentes. Et donc, en donnant un anti-inflammatoire non stéroïdien, on agit sur la vasomotricité de ces artérioles. Les ARA2, les IEC agissent aussi sur cette vasomotricité. Et donc, l'association morbide, je vais dire, IEC ou ARA2, donc blocage du système rénine-angiotensine, plus anti-inflammatoire non stéroïdien, plus déshydratation chez quelqu'un qui est en plus âgé, c'est-à-dire que la vasomotricité de ses artères n'est pas très bonne, est le meilleur cocktail pour entraîner une insuffisance rénale aiguë. C'est pour ça qu'on fait particulièrement attention chez les personnes âgées, dans ces périodes de canicule que nous vivons actuellement, et particulièrement s'il y a une prise d'anti-inflammatoire, on essaie qu'elle soit la plus courte possible pour justement ne pas retentir sur cette hémodynamique et entraîner ce surrisque d'insuffisance rénale. Il y a des questions qui ont été ajoutées. Je vais essayer de terminer rapidement. Pour IEC ARA2, sont-ils favorisés beaucoup plus en cas de néphropathie glomérulaire? Oui, dans les néphropathies glomérulaires, on a plus de protéinurie et donc le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone fait qu'il y a moins de pression sur la barrière de filtration glomérulaire et donc les protéines passent moins quand cette pression est abaissée. Donc, la barrière est déjà altérée. Si en plus il y a une pression qui favorise la traversée de la barrière, on a plus de protéinurie. Il a été prouvé que la baisse de la protéinurie est un élément de néphroprotection et donc c'est plus efficace en cas de néphropathie glomérulaire. Une question dans le cadre du suivi d'un diabétique, vous recommandez la microalbuminurie tout court ou bien le rapport microalbuminurie sur protéinurie qui doit être inférieur à 500 mg par gramme. En fait, c'est pas la microalbuminurie sur protéinurie, c'est microalbuminurie sur créatininurie. Il y a une petite erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de quantifier l'excrétion urinaire d'albumine. L'excrétion urinaire d'albumine peut être de quantité plus ou moins importante. Quand elle est de quantité importante, on parle de protéinurie ou de macroalbuminurie. Quand elle est de faible quantité, on parle de microalbuminurie. Mais dans tous les cas, c'est une excrétion urinaire d'albumine. Les tests qu'on utilise sont différents des tests colorimétriques simples pour déceler une grosse quantité quand on écrit dans notre ordonnance protéinurie, ou des tests plus précis, plus coûteux, qui sont utilisés dans la microalbuminurie. Donc, mais dans tout cela, c'est une excrétion urinaire d'albumine. Classiquement, on avait l'habitude de quantifier tout cela par 24 heures. L'unité de temps était les 24 heures. Et donc, c'est pour ça qu'on avait l'habitude de prescrire microalbuminurie de 24 heures ou protéinurie de 24 heures. Cela est intéressant, c'est comme ça qu'on a fait pendant longtemps,
Mais cela a un inconvénient, deux inconvénients. C'est astreignant pour le patient, il faut qu'il collecte correctement les urines de 24 heures. Et s'il oublie une collecte, s'il collecte moins d'urine que ce qu'il a réellement uriné, le résultat sera faussé. Donc, c'est astreignant et on a parfois un doute. C'est pour cela qu'on a commencé à utiliser le rapport albumine sur créatinine. C'est en général, vous allez voir ACR, albumine sur créatinine ratio. Et donc, dans ce albumine sur créatinine ratio, ça peut être microalbuminurie sur créatinine ou ça peut être protéine sur créatinine. C'est le même principe qui est appliqué. C'est fiable et on a tendance à l'utiliser de plus en plus. Et cela nous donne aussi la possibilité d'avoir une réponse rapide du laboratoire, puisque quelqu'un qui va chez le laboratoire, qui fait un prélèvement sanguin avec un ionogramme, glycémie, urée, créatinine, tout cela, il peut l'avoir en 1 heure. Et ce n'est pas la peine. Et donc, s'il fait aussi une collecte rapide des urines sur un seul échantillon, il peut aussi avoir le résultat de rapport albumine sur créatinine très rapidement. Et comme ça, il peut récupérer l'ensemble de son bilan et aller voir son médecin et répondre donc aux questions posées. Une dernière question qui vient d'être posée. L'auteur dit que c'est un peu hors sujet. Y a-t-il un régime spécifique pour la néphropathie lupique afin de préserver la fonction rénale? Non. Dans la néphropathie lupique, le mécanisme est immunologique. Il n'y a pas de régime spécifique dans la néphropathie lupique, mais on peut être amené à respecter un régime lié aux conséquences de la néphropathie lupique. Quelqu'un qui a une néphropathie lupique qui est maintenant oligurique durant une phase aiguë d'une poussée de néphropathie lupique, on peut être amené à réduire les apports en eau et en sel, etc. Justement pour éviter la surcharge, on peut être amené à le dialyser de façon aiguë, etc. Quelqu'un qui est lupique, en général, prend en général des médicaments. Et donc, les corticoïdes très souvent, des immunosuppresseurs aussi selon le stade, pas le stade, la classe de la néphropathie lupique. Quand elle est proliférative, on est amené à donner des immunosuppresseurs, de même quand il y a une atteinte cardiaque ou neurologique. Et donc, ces médicaments-là, particulièrement les corticoïdes, nécessitent un régime associé, le régime classique donc c'est-à-dire pauvre en glucides, pauvre en lipides, etc. Et donc, ce sont des adaptations qui ne sont pas liées à la spécificité de la néphropathie lupique. J'arrive, je pense, à la fin de ces questions et j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations. C'est un domaine très vaste, mais j'ai beaucoup apprécié les questions très pertinentes, précises, qui m'ont permis de traiter des différents aspects liés à la maladie rénale et à l'insuffisance rénale en particulier. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir d'être parmi vous. Merci. Oui, merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très didactique et attractive. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous remercie encore une fois au nom de l'Association internationale des étudiants en médecine et l'association HS des médecins Choc Casablanca pour votre disponibilité ce soir avec nous. Alors, professeur, vous voulez dire un mot pour conclure? Je voulais remercier les deux associations. C'était un plaisir. J'ai découvert les deux associations et c'était un plaisir pour moi de collaborer. Et merci à tous ceux qui étaient parmi nous. J'ai vu qu'il y avait des noms de différents horizons et c'était un plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup. Merci également à tous les participants qui ont suivi et qui ont participé avec nous ce soir. Et je vous dis à très bientôt, semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir et bonne nuit. Plaisir. Merci. Au revoir.